Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du rendez-vous Super Friends qui part à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics par leur travail. Et aujourd'hui, on est à Quai des Bulles, à Saint-Malo, à la rencontre d'une équipe créative d'une BD qu'on vous a chroniquée cet été dans le cadre de nos Back Issues et qu'on avait ultra kiffé. Ça s'appelle Paria, c'est sorti chez Comics Initiative, un titre un peu steampunk qui est une sorte de mix, en tout cas c'est comme ça que nous on l'a vraiment perçu entre l'Umbrella Academy, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Bref, c'est quand même une bande dessinée donc de création française, mais à l'inspiration américaine. Comment dire enfin, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'inspiration américaine, je crois. Et du coup, on va en parler avec les auteurs de cette bande dessinée. Donc, Boris Beuzelin. Bonjour. Oui, bonjour. Et Tony Emerio également qui est là. Bonjour. Alors les gars, je suis vraiment ultra content de vous avoir sur First Print, mais les gens ne vous connaissent peut-être pas. En tout cas, c'est la première fois que vous venez, donc j'aimerais bien juste, si vous pouvez juste en 2 minutes nous dire qui êtes-vous, retracer un petit peu votre parcours dans la bande dessinée. Je sais pas, vu que j'ai tous les deux en face, je sais pas par qui commencer. Boris. Bon, alors moi. Voilà. On commence par toi. Moi, j'ai un parcours classique. Après mes études aux Beaux-Arts, j'ai commencé à faire de la BD en fin 99, en intégrant un atelier de bande dessinée sur Angers. Et donc on était un petit groupe de jeunes qui sortaient de diverses écoles de graphisme et donc en fait on voulait tous percer dans le milieu de la BD. Et du coup, ça a fonctionné comme ça. On a tous signé assez rapidement. On a eu de la chance, faut le reconnaître. Et puis voilà, ça continue depuis cette époque-là, d'enchaîner les albums chez divers éditeurs et surtout Glénat pour ma part. C'est mon éditeur avec lequel j'ai le plus travaillé. Mais sur quel titre on a pu te retrouver chez Glénat? Comment ? Sur quel titre on a pu te retrouver chez Glénat pour que les gens puissent aller dernièrement, j'ai un titre qui s'appelle Peter Dillon qui est paru au mois de mars, qui raconte l'histoire d'un navigateur qui a trouvé l'île sur laquelle les bateaux de la Pérouse se sont écrasés au début du 19e. Donc voilà. Puis avant, j'avais fait une série qui s'appelait Les Sansons et l'amateur de souffrance, une série historique sur une histoire de bourreau, par exemple. D'accord. Des séries historiques, c'est pour ça qu'il y a aussi une forme de contexte historique un petit peu dans. Non, c'est un peu le hasard, c'est l'enchaînement des projets qui s'est fait comme ça. Mais non, j'avais jamais traité de sujet historique avant les bourreaux, donc avant le 2015-16 par là. Mais voilà, non, ça s'est fait comme ça. Mais j'aime beaucoup l'histoire, de manière générale, de toute façon. Je me tourne maintenant vers Tony. Pareil, la même question. Est-ce que tu peux un peu te présenter à nous? Oui. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'avec Boris, on a fait partie du même atelier. Pas très longtemps, je crois, concrètement. Ou alors après, peut-être que j'étais la génération qui suivait la tienne, je sais plus. Si on a dû se côtoyer quand même un petit peu. C'est pas très important, concrètement. Mais voilà, c'est pareil. Moi, je suis en juin. J'ai une formation de graphiste à la base, donc je suis arrivé à l'atelier pour prendre des cours dans un premier temps, et puis j'ai jamais concrètement quitté les lieux avant, jusqu'il y a pas très longtemps. J'ai intégré un nouvel atelier là récemment, et les rencontres ont fait que je me suis mis à faire de la bande dessinée parce qu'il y avait de l'appétence pour ça. En tant que scénariste dans un premier temps, avec Gildo Giorgi sur Power Interim, qui est initialement prévu chez Soleil, et ensuite en tant qu'illustrateur avec Olivier Suppiot du livre jeunesse. Et puis les années ont passé. Après, j'ai proposé Sticky Pants, qui est le titre qui a le mieux marché parmi ce que j'ai fait. Un parodie très cul de super-héros. Ouais, c'est un peu ça. Et ensuite, après, j'ai enchaîné chez Monsieur Popcorn des titres jeunesse, des titres adultes. Et puis après, le Popcorn s'est fait racheter par Kenes. Et maintenant, voilà, Paria et d'autres titres à sortir chez Dargo, en l'occurrence, l'année prochaine. Ok, très bien. Donc, on est là pour parler de Paria. J'ai envie de vous poser donc une question très triviale. C'est comment le projet s'est monté entre vous deux. Est-ce que vous vous connaissez déjà depuis quelques temps. Et donc comment s'est monté Paria? Là, je vais plutôt laisser Tony parler parce que c'est un projet qui a une origine assez lointaine. Donc du temps où notamment on était dans cet atelier à Angers, dans le début des années 2000. Et donc voilà. C'est Tony qui c'est moi qui réponds peut-être le mieux de l'anecdote. Question. Oui, en fait, effectivement, comme dit Boris, c'est un vieux projet parce que moi j'étais tout jeune scénariste. Je parlais de Power Interim tout à l'heure, je n'avais fait que ça à l'époque. Et Eric Aumont, qui était scénariste en titre à la boîte qui fait bœuf, me propose de lui écrire un scénario. Donc c'était hyper intimidant, assez angoissant, mais je me suis dit j'y vais. Si je vais pas maintenant, j'irai jamais.
Et on a tombé une première mouture de Paria qui se passait, c'était à notre époque, enfin, c'était contemporain. Il n'y avait pas encore cette dimension steampunk. On a essuyé des refus. Et là, Eric, qui avait pas envie de lâcher l'affaire, a dit on va faire du steampunk, ça plaît bien. Bon, à une époque où tout le monde s'en foutait du steampunk, lui, il avait cette espèce d'intuition que le steampunk pouvait plaire. Et je pense que oui, il y a toujours eu une niche pour le steampunk, mais une niche grandissante ces derniers temps. Et là, ça a failli le faire, ça ne l'a pas fait finalement pour moult raisons. Et il est resté dans les tiroirs très longtemps. Et puis un jour avec Boris, on discutait des envies de chacun. Et toi, en l'occurrence, tu avais envie de faire un truc un peu typé comics, un peu typé action. Moi je sortais justement de ma série des bourreaux là, qui m'avait pris 5 ans de boulot. C'était un gros boulot de plus de 300 pages et j'avais envie d'un truc plus fun quoi. Alors, donc voilà, donc c'est un enchaînement comme ça de circonstances discussions. Qu'on fait que, tiens, on ferait bien ça. Tiens, puis voilà, l'idée est ressortie, mais pourquoi on ressortirait pas Paria On l'a sorti des cartons et puis voilà. On en est là aujourd'hui. Donc il a fallu retravailler alors l'histoire pour... c'est méchamment remanié parce que comme il s'est écoulé 15 ans, j'ai une tendance à regarder ce qui a été fait 15 ans en arrière de manière un peu avec les progrès qui ont été faits, avec l'expérience aidante. Du coup, je me suis dit, bon, pour le coup, il faut remanier l'histoire. Donc elle est devenue carrément plus ambitieuse qu'elle ne l'était au départ. Ce qui avait été un point de discussion avec les éditeurs qui étaient intéressés à l'époque. Et du coup, j'avais fait... un petit peu de travail sur moi-même, un peu de mea culpa en me disant bon, il faut quand même que je trouve un truc qui me satisfasse. Et puis on est tombé sur un concept en fait concrètement, voilà, un arc narratif, quelque chose autour duquel s'articule toute l'histoire, qui me convenait. Et puis on est reparti là-dessus. Puis après on est allé voir Comics Initiative à Blois au détour d'un festival en lui proposant ce titre-là. Ouais, c'est vous qui êtes allé chez eux. Qu'est-ce qui vous attirait pour d'aller chez eux du coup? Bah justement, en fait, on a un peu éculé les systèmes éditoriaux classiques, donc on voulait voir un petit peu. On avait tous les deux envie d'un vent de nouveauté. Enfin, moi, je parle pour tous les deux. Ah oui, non, mais ça s'est trouvé, ça s'est bien trouvé finalement parce que on a, enfin moi comme Tony ou Tony comme moi plutôt, on avait déjà pas mal fait d'albums effectivement chez des éditeurs traditionnels, des gros, des moins gros. Et l'émergence de ces systèmes de financement participatif pour faire des BD et d'autres choses, mais bon, la BD nous concernant, nous intéressait parce que c'était une voie alternative et c'est toujours intéressant de voir ce qui se fait en dehors d'un système industriel. On peut dire que la BD est un système industriel quand même, de production. Et donc voilà, donc ça nous intéressait d'explorer cette voie-là aussi, pour aller voir de ce côté-là ce qui se passait, comment ça se passait. C'est ce qui vous attirait le plus, c'est le côté, de toute façon, vu que c'est complètement, vous avez une marge de manœuvre qui est beaucoup plus importante, vu que vous en remettez au public, ou justement c'est le fait que ce soit le public qui va valider en fait votre proposition sur la base juste d'une page de présentation. Comment Alors le public valide pas au sens où dit pas ça me plaît, ça me plaît pas, faut faire ci, faut faire ça, mais effectivement on leur propose on leur propose voilà, on leur propose une idée, des visuels, une trame narrative, on leur dit voilà, nous on fait ça, est-ce que ça vous plaît? C'est plus de cet ordre-là. Et puis après effectivement on a une grande liberté sur la façon de mener à bien le livre, je dirais le livre dans son ensemble, hein, c'est-à-dire pas seulement le contenu bande dessinée, l'histoire de la bande dessinée, mais jusqu'à la maquette, jusqu'au format, jusqu'au choix du papier. Tout ça, c'est des choses qu'on peut difficilement maîtriser avec des gros éditeurs. On peut en discuter, mais on a rarement le dernier mot et ce qu'on veut au bout du compte, quoi. Alors que là, on peut vraiment aller très très loin dans la fabrication, dans projeter vraiment ce qu'on a envie de faire, et ça peut aller loin, quoi. On a remanié quasiment jusqu'au bout, hein, en plus. Ah oui, 2 semaines avant de partir chez imprimeur, on a encore changé des trucs, donc c'était un peu ça. On faisait au gré des envies, tu vois, puis à chaque fois on s'interdisait rien. Boris disait tiens, je vais tenter ça convenait pas, donc on va retenter autre chose. Et effectivement, la marge de manœuvre elle est énorme. Et puis Mickaël nous faisait confiance aussi depuis le départ. Oui, bien sûr, faut qu'il y ait une confiance mutuelle, évidemment. Confortant, si tu veux. Et du coup, on s'est dit, et puis on œuvre tous pour le même bouquin, donc on a envie de faire le meilleur bouquin qui soit. Et voilà, on a continué jusqu'à ce qu'on a pu continuer. Et puis un jour, c'est parti en presse, et à partir de là, c'est gravé dans le marbre.
Dans le papier. Sur du papier, du concrètement. coup, parce qu'une BD en marbre, c'est pas ouf. Non, c'est J'ai essayé, c'est surtout, pour tourner les on a pages, inventé la laissé page, tomber, ça on a devient abandonné. Comment se construit cet univers, du coup, vous imaginez, parce que tu disais que le steampunk n'était pas forcément présent au départ, donc comment est-ce que vous avez imaginé à la fois cet univers, très Jules Verne aussi, d'inspiration. D'ailleurs, les chapitres eux-mêmes reprennent la façon dont Jules Verne faisait avec un titre, puis le où, comment, ce genre de choses. Et ouais, comment vous avez imaginé cet univers-là, alors? Déjà, moi j'ai eu 10 ans pour le mûrir. Ouais. Donc, tu vois, entre le moment, la première mouture qui était une ébauche, hein, concrètement, et puis ça, j'ai pas arrêté d'y penser. C'était toujours en toile de fond, mais c'était pas quelque chose que je me disais un jour ça va revenir sur le devant de la scène, mais j'y pensais. J'avais toujours à cœur d'améliorer cet univers-là. Et je voulais lui donner une espèce de... Même si on est sur du steampunk, ça reste quand même un outil pour avoir qu'un retentissement contemporain, si tu veux, sur le principe. Et du coup, ça me faisait marrer de faire des événements qui ont eu lieu, qui ont été légèrement transformés et puis qui évoquent un petit peu ce qu'on peut traverser aujourd'hui, hein, comme crise. Voilà. Oui, parce que mais ça c'était une question que je voulais aborder juste après, le fait que dans l'intro tu parles donc d'une France en fait où ça se révolte, où le pouvoir réprime de façon violente cette révolte, puis utilise même une forme de gaz en fait qui provoque une maladie, et il y a donc une pandémie. Ça sort en 2021. Donc, en 2020, du coup, c'était sorti en 2020. Et quand on le lit, quand ça sort, on se dit, mais vous avez écrit ça limite dans l'année même. Mais non, même pas. En fait, en plus, les gens me croient pas forcément quand je dis ça. Mais non, on te croit pas. Bien sûr qu'on te croit pas. non. Il y avait des trucs qui étaient déjà en place. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des choses qui ont été remaniées en termes d'écriture, notamment sur ce à quoi tu fais référence. En fait, c'est le placement, de l'introduction, le contexte historique. Que j'amène par un texte de 2 pages, je crois. Non. Clairement, en fait, le gaz, alors c'est pas une pandémie au sens nous on est en train de la traverser, mais ça reste quand même une crise sanitaire. C'était déjà en place, en fait. Le vaccin aussi. Franchement, là-dessus, pas de. Je l'avais écrit avant. Après, l'histoire du soulèvement populaire, il était déjà en place aussi. Bon, le fait est qu'il y a eu les gilets jaunes au cours de route, donc. C'est un retentissement, ouais, clairement, mais c'est vraiment une histoire de timing qui se goupille plutôt bien ou mal, j'en sais rien, parce que du coup, c'est pas forcément des événements très heureux à chaque fois. Mais non, c'était écrit avant, ouais. Et même le confinement qui était promulgué, même si j'étais à 2 doigts d'imaginer que ça allait nous tomber sur la couenne à nous, ça c'était un truc que j'avais mis en place avant, donc je me dis souvent, je vais m'acheter une boule de cristal puis je vais monter un petit cabinet de voyance, quoi. Il faudrait, ça marche plutôt bien. Ou alors peut-être que ça marche juste quand t'écris des BD. Du coup, donc, je sais pas, si tu pouvais écrire une BD dans laquelle je gagne au loto, moi je veux bien. Il va falloir qu'on s'arrange. Boris, je me tourne aussi vers toi par rapport à cet univers pour la partie visuelle, pour la construction des nombreux personnages qu'il y a. Donc cette troupe de parias justement, avec donc ces personnages féminins, ce personnage de petite taille avec des capacités monstrueuses aussi, ce bonhomme qui est enfermé dans un sorte de gros scaphandre un peu robotique. Là, pareil, comment vous avez décidé de l'apparence que ça allait avoir, quelles avaient été tes recherches, peut-être tes inspirations? Il y avait déjà eu un premier travail fait par Eric, donc au Mont, à l'époque où Tony avait fait sa première mouture. Donc les personnages étaient déjà là avec leurs caractéristiques. Il y avait tout ça, c'était déjà là. Bien sûr, moi je me suis complètement détaché de ce qu'avait fait Eric. J'aurais donné l'identité que moi j'avais envie de leur donner visuellement. Mais après, moi je dirais que j'ai construit ça. Les personnages sont venus assez facilement. C'est pas toujours le cas quand on crée des personnages. Là c'est venu de manière assez facile, je dirais. Et après, alors moi sur l'aspect purement steampunk, moi c'est un genre que je connais pas très bien, que je découvre en fait finalement avec ce titre-là. J'explore un petit peu ce qu'il y a. Alors, je vois que c'est très très riche visuellement. Moi c'est quelque chose vers lequel j'avais pas forcément envie d'aller, ce côté extrêmement baroque et rococo qu'on voit beaucoup dans des titres avec les Die Mechanica par exemple. Voilà, beaucoup de choses très très chargées. Moi j'avais envie de faire un truc plus dépouillé à ce niveau-là, plus en phase avec le
l'époque réelle donc de la fin du 19e avec un soupçon de décalage en plus, mais pas aller jusqu'à faire des choses complètement farfelues et extravagantes. Disons entre l'univers qui se casse la figure ou qui émerge. C'est-à-dire, soit on ne sait pas trop. Est-ce que le steampunk est fini et tombe en décrépitude? Il y a un peu ce côté-là quand même, notamment dans la première image de la BD, on voit que c'est quand même une ville qui tombe en ruine. Soit, peut-être, il va naître justement de cette crise et peut-être son apogée aura lieu plus tard. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, j'avais envie de faire quelque chose d'assez rude au niveau visuel. T'as des inspirations d'artistes américains dessus, parce qu'en tout cas nous quand on l'a lu, enfin à titre personnel, on évoquait Mike Magnola, on évoquait Michael Van Humming ou Gabriel Abba de Umbrella Academy. Alors ça c'est une question il y a plein de choses que ça nous parle, style de dessin. Donc ça c'est des références que j'ai bien sûr, qui sont digérées depuis longtemps, mais je dirais que sur ce titre-là, mes influences, elles sont à la croisée des trois grandes familles de la BD, du comics, du franco-belge, parce que je viens surtout, moi, du franco-belge. J'ai lu beaucoup de comics étant adolescent, mais ma culture de base, c'est vraiment le franco-belge extrêmement classique des années 50, 60. Le comics américain et le manga que j'ai découvert, comme nous tous, dans les années 80. Donc il y a un mélange, de toutes ces influences-là, de ce qui me plaît un petit peu à droite à gauche, quoi. Mais c'est vrai que là j'ai pu aller assez loin dans cette croisée, et pas encore assez loin dans le tome 2, il y a encore plus loin, je pense. Mais c'est aussi cet esprit, enfin c'est aussi avec le choix du papier que vous avez pris pour l'impression d'avoir un peu une forme de BD un peu vintage, on dirait, et même l'utilisation de trames aussi pour donner un côté un peu rétro à ouais, la BD, alors effectivement, on a beaucoup travaillé sur l'aspect hors BD. C'est pas de la BD sépia, mais c'est un peu comme ça comment de la BD sépia presque, en fait, tu vois, après. Oui, il y a un côté comme ça. L'idée, c'était de faire référence en fait, au début, on voulait, on avait prévu de faire une couleur traditionnelle en quadrille, voilà, comme ça se fait beaucoup maintenant. Il y a une planche test à la fin, ouais. Et puis en y réfléchissant, on est passé par plusieurs phases. Après, on s'est dit, on va le laisser en noir et blanc parce que l'éditeur trouvait que les pages en noir et blanc, elles étaient bien. Il avait envie finalement. Et puis après, on s'est rendu compte que non, le noir et blanc suffirait pas. Ça nous obligerait à raconter des choses supplémentaires pour faire comprendre certains aspects, et donc ça collait pas à ce qu'on voulait faire au niveau écriture notamment. Donc du coup, non, faut quand même qu'il y ait de la couleur. Et en fait, l'idée m'est venue d'utiliser ces deux tons en regardant des vieux albums des reproductions de Josette et Joko d'Hergé. Ça, oui. Alors Hergé, il avait créé il avait créé en marge de Tintin plusieurs choses. Il y avait Quick et Fluke. Il avait aussi créé une petite série qui s'appelait Josette et Joko, qui était donc deux gamins, Jo et Zette, et Joko, leur petit singe, quoi. Et il leur arrivait des histoires pas possibles, parce que leur père était un ingénieur, et donc ils étaient souvent enlevés par des savants fous. Bon, bref. Et donc il y a des facsimilés qui ont été édités il y a quelques années des planches qui sont parues dans les journaux de l'époque. Hein, donc c'est années 40, 30, 40. Et du coup c'est comme ça. C'est avec c'est deux tons. Hein, c'est un rouge, un bleu, avec une utilisation de trames pour créer des grilles optiques. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait être comme ça. Voyons voir ce que ça donne, quoi. Et puis du coup, voilà, jusqu'à aller à chercher la teinte du papier de l'époque, qui était une sorte de papier journal un peu merdique. Hein, et donc vraiment pour rappeler ce code, ces codes couleurs là. Voilà, pour retracer, remettre notre BD un peu une mise en abîme, presque comme si on la lisait à l'époque, quoi. Ok, ouais. Et en termes de technique, tu fais ça en tradi, alors c'est pas du numérique. Alors c'est dessiné, les noirs sont dessinés sur papier, voilà, et la couleur c'est sur ordinateur. Ouais. Voilà. Donc deux tons, un rouge, un bleu, et puis après en jouant sur les trames du rouge, ça permet de créer des différents types de valeurs, quoi.
D'accord. J'avais aussi envie juste de parler du personnage du vilain, coup de l'histoire, parce que ce qui m'a vraiment fait marrer, c'est que c'est donc ce personnage qui kidnappe en fait des personnes et les oblige à accomplir une mission ultra dangereuse pour eux. Aussi façon Suicide Squad d'ailleurs un petit peu, et quand on lui demande des justifications, mais il fait en fait je le fais juste parce que je le peux, parce que je suis riche et que je fais ça. Pourquoi du coup faire un vilain très qui est tellement c'est plus de la caricature en fait, c'est vraiment juste je suis vilain parce que je suis vilain et que je peux le faire. Après, t'as pas tout à fait tort en fait quand tu parles de caricature, parce que du coup moi je le voulais quand même assez pas caricatural, mais en tout cas dans la grande caricature des méchants qui s'expriment avec en phase, etc., et qui font des phrases pour rien, et et j'aime bien ces méchants qui n'ont pas besoin de justification. J'avais été très marqué moi par le Joker de Heath Ledger en fait, où concrètement il n'avait pas de... À chaque fois on a besoin de trouver une origine au mal, etc. Juste lui il est barré quoi. Il y a pas d'explication à son... On sent qu'il y a un truc évidemment, mais quand on lui pose la question il dit non, je suis juste comme ça quoi. Et là lui il dit j'ai le pognon, je suis mégalo, j'ai le pouvoir, je fais ce que je veux concrètement. Et je pense que voilà, l'argent à haute dose fait sans doute ce genre de choses sur les gens. Et lui, il échappe à la règle. Donc pour peu qu'il ait déjà une appétence pour la malveillance et voilà, tout ça, c'est complètement exacerbé par la chose. Donc il arrive en disant, voilà, j'ai pas besoin de me justifier. Vous êtes mes jouets concrètement et je vais faire de vous ce que vous voulez. C'est un grand gosse en fait qui s'achète des jouets quoi. Ouais. Qui a le pognon pour le faire quoi. C'est presque un youtubeur avant l'époque des youtubeurs finalement. Dans le deuxième tome il va acheter des cartes Pokémon et faire de l'unboxing devant les autres. Non pas tant que ça, mais c'est très diabolique quand même comme plan. Les cartes de tarot sont pas complètement innocentes dans cet opus là en fait. D'accord. Puis, vont revenir bien évidemment. Mais voilà, il y a aussi une dimension carte. La carte, moi, ça me tenait à cœur parce que je suis un fou furieux d'Alice au Pays des Merveilles. Et la dimension ludique dans Alice, que ce soit par le truchement du jeu d'échecs ou par le jeu de cartes, elle est très présente. Et voilà, tout ça, c'est des références qui ne sont pas forcément évidentes, mais qui, moi, m'ont nourri et qui viennent un petit peu égrener le récit. Et par rapport à la violence aussi, même de certains propos que le vilain a, notamment par rapport à un personnage qui est noir, donc du coup qui est extrêmement raciste, il est extrêmement misogyne aussi par rapport au personnage féminin. Il y a un moment où tu t'es dit il y a des limites peut-être que je peux pas franchir dans la façon dont je représente cette méchanceté. Ouais, complètement. Non, moi je veux vraiment qu'il soit encore une fois assez caricatural et jusqu'au boutiste et vraiment outrancier au possible. Alors c'est vrai que là il est raciste, mais à une époque où tout le monde l'est finalement, quelque part, tu vois, on est encore l'esclavage c'est fini il y a pas tellement longtemps et on a encore ces histoires de sous-race en tête, malheureusement, hein, puis avec un argument scientifique, en disant c'est normal, ils sont inférieurs à nous, c'est prouvé scientifiquement. Une connerie sans nom, mais le fait est qu'à l'époque, le mot nègre n'était pas péjoratif comme il l'est aujourd'hui, il n'était pas connoté, donc il lâche ça. Mais je me suis vraiment posé la question, on en a débattu tous les deux. Puis oui, forcément, parce que ça fait écho, bien sûr, à voilà, l'époque. Mais après, là, on tombe dans le politiquement correct après. Voilà. Donc, nous, on estime qu'on s'adresse à des personnes qui sont intelligentes et qui ont la clairvoyance et d'esprit de prendre du recul par rapport à ça. Hein. Si évidemment on tombe sur des personnes qui prennent ça au premier degré, évidemment elles n'ont pas compris. On s'était dit qu'on n'allait pas donner raison au pisse froid en fait et qu'on allait garder mais non, tu vois, bien sûr que non. Nègre. Et puis effectivement misogyne au 19e c'était quand même ça, voilà, tu vois, elles n'avaient pas encore le droit de vote les femmes, donc lui clairement il exacerbe tous les mauvais côtés de l'être humain. C'est le méchant le plus pourri, enfin voilà, vous avez pris tous les caractères les plus pourris. Moi c'était mon ambition de faire un truc avec quelqu'un qu'on a envie de détester quoi. Alors que tu le croises dans la rue, t'as envie de lui déboulonner son masque et puis de le cogner et puis voilà quoi. Ok. Il y a aussi quelque chose sur la construction où vous alternez un peu les chapitres purement séquentiels avec des fausses pages de journal qui permettent de donner un peu plus de contexte sur l'époque ou de retracer des événements qui viennent de se passer, mais de voir ça aussi, ça c'est venu de quelle envie en fait moi j'avais envie de le faire dès le départ en fait. La première fois où ça m'a marqué c'était avec les Watchmen. Alan Moore s'est amusé à faire des coupures de journaux de manière assez régulière. Après c'est son kiff, hein. Il a continué à le faire sur la Ligue des Gentlemen. Il expérimente plein de choses et ça me faisait marrer de revenir sur certains éléments
par le biais d'un organe de presse fictif qui est inscrit dans l'univers, qui s'appelle l'Ostensible, qui est un peu pas très en phase avec le pouvoir. Je pense qu'on le ressent par les écrits. Donc et ça me faisait marrer en fait d'avoir un point de vue différent de ce qu'on venait de voir. C'est-à-dire qu'un récit totalement journalistique et ce qu'on donnait aux gens à voir en termes de lecture par rapport à ce qui s'était passé, et que ce truc-là, comme les cartes en fait, peut-être prennent de l'importance dans les récits suivants, et qu'encore une fois ce soit pas complètement gratuit de faire ça en disant juste j'ai envie de faire des articles de presse. Non, j'ai envie d'aller un peu plus loin, et ça devrait servir le récit. Ah, ça nourrit le récit, oui, complètement. Ouais. Ça étoffe l'univers aussi. Il y a une place importante dans Paria 1. Alors on nous a dit souvent, ce qu'on nous a reproché, c'est trop court en BD. Yes. Mais revenir après. Mais dans cet album, il y a aussi beaucoup de hors-champ. Et on s'en est aperçu, notamment avec la lecture, les gens qui ont pris la peine de lire tout ce rédactionnel, en fait, se sont fait une idée de l'univers, et même une idée visuelle qui n'est pas dans les pages. Et souvent, des personnes nous disent c'est très riche, il y a beaucoup, c'est foisonnant et tout ça, mais quand on regarde bien, non, justement, ce tome 1, il est plutôt dépouillé. Et ce foisonnement-là, il est dans les écrits de Tony. Donc du coup, ça amène quand même ce hors-champ, il est vachement important parce que ça permet de se créer un univers mentalement, comme quand on lit un roman, hein, qui vient en complément de ce qui est dessiné. C'est l'anti-Black et Mortimer en fait. Le texte ne vient pas expliquer ce qu'il y a dans les cases, non. Tu voulais vient pas faire en contrepoint. Des récitatifs de 15 lignes Non, j'avais pas envie de ça. Mais même là, en fait, j'étais persuadé que j'allais proposer ça et que les gens allaient pas forcément lire. Moi, le premier réflexe, en fait, tu vois, les Watchmen, au début, je me suis fait violence. Je suis arrivé, il y avait le récit de BD qui est simple à lire, qui coule tout seul. Et puis là, bam, le mec, il t'impose 2 pages de trucs, tu te dis waouh. Et finalement, tu le fais et tu comprends l'impact que ça a sur l'histoire et l'intérêt que ça a sur l'histoire. Moi, j'étais persuadé que la plupart des gens allaient avoir ce réflexe de pas forcément lire les coupures de journaux. Parce que le récit peut exister sans les coupures de journaux. Mais l'immersion, en fait, qu'on a relevée avec les témoignages des lecteurs, elle vient par cet organe de presse, quoi, par des petits trucs qu'on a rajoutés après aussi par la suite, mais c'est ce qui fait l'enveloppe globale. Donc j'étais très content que les gens lisent, s'intéressent et nous posent des questions vis-à-vis de ça, parce que c'était aussi un peu l'objectif, quoi. Ouais, d'accord. Question générale sur vous deux, c'est quoi votre méthode de travail sur Paria? Alors comment est-ce que vous faites? Il a un script détaillé que tu mets en image et après il te dit que c'est nul et tu dois tout recommencer et après vous tapez dessus non. Alors on a une méthode de travail qui est très voilà exactement mais qui est somme toute le classique qui se fait en bonne entente. C'est important, hein, pour mener un projet quel que le soit, mais un projet de BD à bien, notamment il faut quand même qu'il y ait une osmose entre le scénariste, enfin la personne qui écrit, et puis le dessinateur. Il n'y a pas de lien de subordination entre nous. Et donc Tony me livre un découpage classique, je dirais, avec c'est des scripts très détaillés en case par case. Non, c'est pas très détaillé, mais il y a le nombre de cases par page avec les dialogues, et puis un petit descriptif pour expliquer ce qui se passe dans la case. C'est la méthode Goscinny, en fait, que j'applique. Donc c'est voilà, mais il n'y a pas d'intention, je dirais, narrative au-delà de ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de notes qui disent voilà, il faut utiliser un plan rapproché, un gros plan, un plan machin, un plan. Non, ça c'est de la mise en scène, ça c'est mon travail. Ouais. Donc moi, mon travail, c'est de lire le scénar de Tony et d'en magnifier au mieux l'idée par ma mise en scène, quoi. Et mon dessin, mais pas que le dessin, la mise en scène d'abord. D'accord. Et donc effectivement, il y avait. Toi, tu parlais de méthode Goscinny alors, hein? Non, oui, c'est ce qui donnait. Alors lui, bien évidemment, il faisait ça à la machine à écrire, c'était encore plus contraignant. Mais il faisait des petites didascalies, voilà, ce qui se passe dans la case, les dialogues à côté, et point barre. Il donnait ça à Uderzo et ça se passait comme ça en bonne intelligence. Effectivement, je sais pas dans quelle mesure en fait Uderzo. Alors Uderzo, oui. Alors comme tu disais, il y a pas de notion de gros plan large, contre-plongée, etc. Il y a pas ces intentions-là. Clairement, moi c'est un passage de relais.
C'est-à-dire que j'ai un... Tu visualises pas forcément non plus Si, je peux visualiser, moi. Si, sans doute, bien mais... évidemment que je visualise, mais parce que du coup, je dessine aussi. Donc, si tu veux, je visualise forcément les trucs. J'ai un découpage en tête, mais j'y suis pas attaché non plus. Je suis pas là pour dire, écoute, je te donne l'étape de la loi, tu déroges pas de ça. Je fonctionne pas comme ça. C'est pas très intéressant. Non, c'est pas intéressant. Je sais qu'il y en a qui fonctionnent comme ça. Immanquablement, t'as des scénaristes qui sont très attachés à ce qu'ils ont écrit. Maintenant, moi, et t'as des dessinateurs qui sont demandeurs de ça aussi. Oui, c'est ça. D'avoir le maximum d'infos. Ça dépend de chacun. Nous, on fonctionne pas comme ça, mais couple professionnel que tu as mis en place. Moi, je trouverais ça très pompeux de ma part de dire tu touches pas à ce que j'ai écrit. C'est inimaginable. On œuvre tous encore une fois pour le même truc. Ce serait débile de dire si tu proposes quelque chose qui va au-delà de ce que moi j'ai imaginé, tant mieux pour le bouquin, tant mieux pour moi, tant mieux pour nous, tant mieux pour tout le monde. D'accord. Et du coup, j'avais effectivement ce reproche qu'on vous a déjà fait, mais effectivement sur le sentiment de frustration, mais qu'on avait évoqué dans le podcast que vous aviez écouté cet été, du pas assez en fait, du fait que sur ce premier tome, donc vous avez prévu la série en 4 quand même, et que ce premier album est quand même très introductif en fait. On est vraiment avec pas mal d'expositions. Après, il faut présenter aussi 5 personnages, le contexte, tout ça, mais qu'en fait, dès que la première mission démarre, ça finit. Ouais. Alors t'as les bonus et tout ça, mais l'histoire elle est quand même finie. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? C'est une bonne nouvelle que ce soit. C'est sûr. Regarde la PS5, tout le monde en veut une aujourd'hui. C'est vrai, c'est sûr, mais comment on gère quand même aussi, c'est justement le fait d'en donner trop ou pas assez, d'avancer assez dans l'histoire, parce qu'il y a un risque aussi. Le risque, c'est que certains soient trop frustrés et se disent non, mais de toute façon, ça raconte pas grand-chose au final. Non, mais alors là, pour être honnête, ce qui s'est passé, c'est que la séquence, donc dans la séquence action là, dans le dôme, au-dessus du dôme, on avait prévu d'aller au bout de la séquence. C'est-à-dire que ce casse là qu'ils sont en train d'essayer de faire, on avait prévu d'aller au bout. Donc, on va dire qu'il manque peut-être une vingtaine de pages au titre. Seulement moi j'étais sur 2 autres albums en même temps et du coup j'avais pas il aurait fallu encore repousser la sortie de plusieurs mois, peut-être il aurait fallu laisser passer l'été peut-être. Voilà. Et du coup voilà, il s'était passé déjà plus d'1 an après la campagne. On s'est dit non, faut qu'on sorte le titre quand même. Donc à partir de ce moment-là, on a mis en balance ça et on s'est dit voilà, faut qu'on coupe, faut qu'on taille dans le. Alors soit on change le récit, on fait un résumé et puis du coup on vire cette séquence d'action, on fait autre chose, ce qu'on n'avait pas envie. Soit il faut couper un endroit quoi, et où ça va être le mieux pour le récit. Après bon. Effectivement, ça s'arrête là. Mais donc, c'est posé cette question-là. Voilà, donc on a décidé de faire un cliffhanger classique. C'est-à-dire, cliffhanger, ils sont suspendus, ils tombent. Et ils sont suspendus, ils tombent. Et puis, on est sur un hommage à des récits, tu vois, feuilletons, etc. Et à chaque fois, il y avait ce fameux cliffhanger, ce qui est appliqué encore aujourd'hui dans la plupart des séries Netflix pour avoir envie de regarder l'épisode suivant. Donc l'idée c'était de finir sur un truc hommage, pas caricatural, parce que du coup la chute avec les personnages on est quand même un petit peu dedans, mais voilà, on était toujours sur cette intention de absolument finir sur un cliffhanger. Si ça avait fini plus loin, ça aurait de toute façon été un cliffhanger. Et je pense que ce sera un truc un peu rémanent d'un tome à l'autre. Mais là on est vraiment suspendu au. Ouais, c'est ça. Littéralement. Voilà. Ouais. Et ce qui vient un peu à notre secours quand même, c'est que la référence au feuilleton, elle est très assumée. Donc en fait, on peut aller jusqu'à cette quasi-caricature de fin, là, de chute. Et puis on va pas s'en priver. Et la suite au prochain numéro. Et ça, c'était les feuilletons qui paraissaient dans les. C'était meilleur dans ça s'articulait. Du coup, on est encore une fois dans une logique. Donc voilà, on respecte aussi une logique. On fait pas n'importe quoi gratuitement. Là, on était contraint par quelque chose, mais on a essayé de faire de cette contrainte quand même de faire quelque chose qui en soit un atout malgré tout pour le livre.
Ok, donc pour la prochaine question, je vais rester avec Tony, puis Boris, tu dois t'en aller. Donc merci en tout cas déjà d'avoir été avec nous. Merci à toi. Et puis bonne continuation. Ouais, merci. Et du coup, je me tourne vers toi, Tony. J'avais une question notamment à te poser, parce que c'est ce que j'avais dit un peu en introduction du podcast aussi, sur ce côté Umbrella Academy, Ligue des Gentlemen extraordinaire et tout ça. Je me trompe pas quand je dis qu'il y a des inspirations évidentes de ces équipes de la bande dessinée américaine qui sont présentes là-dedans. Ouais, au-delà de ça, alors après, on peut remonter plus loin dans la généalogie, tu vois, des équipes un peu dysfonctionnelles. Moi, le premier qui me vient en tête, c'est les X-Men, notamment avec les premiers opus que j'ai lus moi à gamin, parce que un certain âge évidemment. Il confirme. Ça se voit. Je ne veux pas faire éloge de ma jeunesse, mais quand même. C'est moche de faire ça. On n'est pas de la même génération, Tony. Mais j'ai toujours aimé en fait concrètement et les X-Men du début en fait avec l'époque le Fauve, Wolverine, Cyclope. T'as lu Strange toi, non? Comment? T'as lu Strange? Ouais, j'ai lu Strange. Bah, en fait, aussi bien Boris que moi, on a été nourris à Strange. C'était un truc. Moi, c'était un rendez-vous mensuel. J'étais le seul, en fait, je pense, dans ma petite commune de 3000 habitants à me manier le tronc le jour de la sortie, en fait, en maison de la presse à l'époque, parce que c'était en maison de la presse. C'était un tabac, concrètement. Et voilà, je voulais absolument avoir le seul Strange, à mon avis, de la commune. En fait, tu prends conscience qu'on peut raconter des histoires différemment de Bully Bill, d'Astérix, que j'aime tout autant par ailleurs. Hein. C'est pas la question, mais quand tu lis ça une première fois, tu prends une claque, quoi. Et puis Strange en particulier était tronçonné. Donc du coup, il fallait que tu aies le numéro suivant pour lire la suite des aventures d'Iron Man, que sais-je sais plus quel personnage j'ai découvert à cette occasion-là, mais ouais, c'est vraiment en fait ce côté dysfonctionnel. Donc au-delà de Umbrella Academy, que j'aime Précis par autant, qu'est-ce que tu as cité, la Ligue des Gentlemen extraordinaires, parce que l'époque veut ça immanquablement, puis qu'on est sur une réunion de frics aussi. Hein. C'était ça aussi qui plaisait beaucoup à Moore, et je pense que ça c'est un peut-être paraître un peu pompeux ce que je dis, mais un truc qu'on a en commun tous les deux, c'est l'amour des monstres. En fait, moi je suis fou des monstres de foire depuis toujours. Et j'ai envie que ça transparaisse dans Paria. Et ça transparaît par le biais que chaque don, en fait, si on peut appeler ça un don, c'est une malédiction aussi. Une malédiction derrière, en fait. Il y a toujours un revers à la médaille. Et ça, dans X-Men, c'est déjà ça. Tu vois, on a déjà cette dimension-là. Et c'est ça ce qui, moi, m'intéressait de développer. Donc oui, ces références, bien évidemment, je les prends. Mais c'est vraiment le côté dysfonctionnel qu'on retrouve aussi dans Black Hammer. Hein. Quelque chose de très très appuyé là-dessus. Moi, que j'ai beaucoup aimé Black Hammer. Je l'ai lu à peu près à la période où je réécrivais Paria. Ça n'a pas eu d'incidence majeure sur mon écriture, mais ouais, c'est des titres qui m'ont plu parce qu'on est sur des gens qui sont pas censés s'entendre au départ, mais qui dans des moments un peu raides en fait vont trouver l'énergie de fonctionner ensemble et qui sont réunis souvent par la force des choses. Les X-Men, c'est un peu ça. Les X-Men, c'est juste un mec en fauteuil roulant qui a dit un jour je vais m'occuper de vous, les gars. Ouais. À la base, ils sont chacun dans leur coin. Ils pourraient avoir des histoires différentes, hein, évidemment, mais c'est ça ce qui, moi, m'intéressait. Donc, ouais, les références, bien sûr. Ok. Et vous aviez pas une appréhension un petit peu à proposer ce genre de récit complètement alors non, pas forcément, non, pas du tout dans la comparaison, plutôt dans le fait que le comics reste un marché de niche, et souvent quand tu fais des projets un peu hybrides, c'est difficile de trouver forcément le public en fait. Alors peut-être que ça rejoint aussi l'opportunité du financement participatif où effectivement tu vas aller parler à des gens qui sont clairement intéressés, ceux qui te soutiennent sont intéressés par le projet, mais il y a quand même aussi de se dire merde, mais en fait on fait quelque chose qui a la croisée des registres, qui a une inspiration évidente, mais vu que c'est fait par des Français, c'est pas du comic book, donc il y a une réticence à la française là-dessus, tu vois. Comment vous avez un petit peu appréhendé ça? Avec appréhension, justement pour reprendre ton terme, parce que moi je suis toujours très inquiet, donc une semaine avant de l'envoyer dans les presses des imprimeurs, j'étais persuadé que ça allait pas fonctionner, que ça allait pas plaire, que j'avais fait de la merde. Boris, je me permettrais pas de dire au contraire. Graphiquement parlant, je trouve que du coup il a réussi à un truc de haute volée de mon point de vue. Mais ouais, j'étais là, mais mon histoire elle est chiante, quoi. Enfin, après, c'était pas forcément le meilleur exemple. Toi, en tant que faiseur, tu l'as sur le pif depuis plus de 10 mois. Tu vois tous les peints, tu vois tous les défauts qu'il y a, et tu te dis, ça va intéresser qui concrètement? Moi, je pense aussi que c'est une espèce de processus que je mets en place, histoire de me protéger un peu, quoi. Parce que s'il y a du succès derrière, voilà, c'est plutôt une bonne chose à prendre. Et si ça se ramasse, tu te dis, je le savais. Concrètement, c'est moi qui ai merdé, quoi. Donc.
Mais non, l'appréhension, elle était surtout là. Après, quand tu fais un truc à la croisée des chemins, moi, j'avais pas vraiment peur parce qu'on est fan de comics et l'un et l'autre. On est fan de mangas aussi. Alors des mangas, peut-être pas les mangas récents. Je m'inscris pas sur tout ce que lisent mes filles à l'heure actuelle. J'ai pas de nom en tête. Il y a Fairy Tail, il y a One Piece, etc. J'ai lu évidemment, mais je suis pas de cette génération-là. Je suis plus de génération Akira, Ghost in the Shell, des trucs voilà qui sont arrivés en fait quasiment en même temps que les comics chez nous en France et qui c'est pareil, ils nous ont mis une grosse claque dans la tronche. Quand tu lis Akira, tu dis ah tiens, il y a encore une manière de raconter différemment des comics donc du coup voilà, tout ça s'est mélangé et j'ai bon espoir que comme on connaît le sujet, comme on aime surtout en fait ces trucs-là, on a réussi à y mettre ce qu'on apprécie dedans. Et... Donc il n'y avait pas spécialement d'appréhension vis-à-vis de ça. Mon inquiétude à moi, c'était surtout de me dire est-ce que ça va vraiment intéresser les gens. Mais ça me fait ça à chaque bouquin, donc à la limite, c'est pas très exceptionnel comme manière de fonctionner. D'accord. Et justement, en termes de retour, si on te dit, alors qu'on a adoré, c'est cool, et si on dit non, j'ai pas du tout accroché, c'est quelque chose qui peut avoir une influence un peu sur la poursuite, ou de toute façon, votre histoire à 4 tomes, elle est figée, et il n'y a rien qui pourrait bouleverser son cours. Tout a de l'influence. Après, faut étayer, parce que si on n'aime pas, pour dire, moi, j'aime pas, on entend souvent, moi, j'aime pas la bande dessinée. Faut pas revenir dans ces cas-là. Oui, J'adore. C'est quelqu'un de dire, j'ai pas aimé ta BD parce que j'aime pas la BD. Pas la BD. Bon, très bien. Je n'en lis pas, à la limite. Après, quand les gens disent j'ai pas aimé, ok, moi, ça s'entend, hein, bien au contraire. Hein, tu peux pas non plus plaire à tout le monde, c'est pas possible. Mais après, ça ouvre la discussion. Et quand les gens me disent ouais, j'ai pas aimé parce que. Et si ça a un fond de. Je me dis ouais, putain, merde, en fait, ils ont raison. Sur le principe, c'est vrai que là, du coup, ça pêche. Ou après, les gens qui me disent non, moi, j'aime pas parce que j'aime pas le steampunk. Bon, tant pis, hein. De toute façon, le steampunk, on peut pas faire grand chose pour toi. Ne lis pas forcément Paria, c'est du steampunk, tu vois. Tu vas vers les choses que t'aimes pas. Maintenant, ce qui est très appréciable, et c'est arrivé pas mal de fois sur ce titre-là, c'est que les gens disent honnêtement, le steampunk, je m'en fous. J'ai pas d'appétence pour l'univers. Et du coup, les gars, vous m'avez régalé parce que j'y allais sans rien attendre. Et finalement, ça m'a vachement plu, quoi. Donc voilà. Oui, donc après, tu réécriras pas en fait l'histoire complètement. Ouais. Tu réamèneras certains trucs peut-être à un moment donné pour essayer de quelque part pas forcément donner raison à la personne qui t'a fait la critique, mais dire oui, je t'ai écouté et puis effectivement, je prends en compte ce que t'as dit. Et je consens que tu as raison sur ce point. Donc, encore une fois, comme pour avec Boris, ce que je disais tout à l'heure, je serais vraiment le roi des cons de dire non, mon histoire, elle est nickel, elle bouge pas d'un poil et c'est comme ça. Il n'y a rien qui est gravé dans le marbre et on affine jusqu'au bout, quoi. Mais après, c'est pas le financement participatif pour moi, c'est pas une manière de donner en fait une voix aux lecteurs, tu vois, en leur disant vous participez à, ils participent à ce que le bouquin se fasse. Déjà, ça c'est chouette. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a de l'attente. Déjà, ça c'est satisfaisant. Maintenant, après, on les fait pas forcément rentrer dans le processus de création. Du coup, on reste maître un peu de ce qu'on propose nous. Et les gens sont d'autant plus ravis, quoi. Je pense qu'il y en a pas énormément qui viennent nous dire faudrait faire ci, faudrait faire ça. Non, il y en a très très peu en fait. Ouais. Il y en a 2-3. C'est plus de la discussion en fait, et c'est plutôt agréable en règle générale. D'accord. Et dernière question, tu ressens un petit peu justement faire partie un petit peu de cette vague d'auteurs et d'artistes qui font de la BD vraiment, qui mélangent les genres, qui sont plus du tout quadrillés en fait, parce qu'il y a pas que Paria, il y a plein de, moi je pense, enfin nous on parle en tout cas sur First Print notamment de ce que fait le 619, le label 619, mais il y a pas mal de, on a aussi eu Yojimbot donc chez Dargo, qui est aussi un titre très hybride dans son apparence visuelle, graphique. Tu vois un peu que maintenant les dessinateurs ont peut-être de plus en plus de facilité peut-être à mélanger les genres et à pas faire du 48cc voilà. Et c'est très bien. Mais tu vois, qu'on arrive à s'éloigner de ça. Ben, je pense que c'est une question d'époque, ça, tout simplement, et puis d'influence qu'on a pu digérer. Et puis quand tu vois la profusion de titres aujourd'hui, quoi, c'est assez fou. Donc oui, c'est des influences mais comme ont pu avoir en fait les titres d'avant, mais moi je me ferme pas et c'est pas un truc auquel je réfléchis spécialement. En fait, si ça se fait un peu inconsciemment, tu vois. Dans l'idée, à chaque fois on dit ouais, ça me fait marrer parce qu'il y en a qui disent on reconnaît que c'est toi, alors que je suis parti dans une direction radicalement opposée à ce que je faisais. Tu vois, entre Sticky Pants et Paria par exemple, il y a un monde, il y a un monde d'écart, il y a même plusieurs mondes d'écart. Mais à chaque fois, ils disent ouais, mais on ressent ce truc-là dans Paria. Alors, je sais pas où. Une forme de gratuité, parfois graphique, peut-être. Enfin.
Sur Paria, non, c'est peut-être le goût de la déconne, et encore dans Paria, j'en ai pas mis tant que ça en fait, mais je sais pas. Enfin voilà, il voit une touch. Moi j'ai essayé de faire ça du mieux que je pouvais, mais sans pour autant me dire à un moment donné, tiens, je vais aller dans cette direction-là, je vais mettre ça là. On a cette réflexion-là, mais c'est pas. En tout cas, en termes d'écriture, pour moi, la plupart du temps, c'est pas conscient. Okay. Ça vient spontanément. Enfin, ça vient spontanément. Ça vient naturellement plutôt que spontanément. Ok, très bien. Et vous pensez pouvoir reproduire l'ensemble de l'histoire d'ici quand, du coup c'est un tome par an, peut-être? Ouais, on aimerait bien faire un tome par an. Ouais, alors après, du coup, il y a toujours des aléas, d'autres séries sur lesquelles on est, qui viennent un peu compliquer la donne. Après, sur Paria, on est très très contents tous les deux de la manière dont ça se passe pour l'instant. En termes de vente, en termes de retour lecteur, etc. Donc c'est hyper satisfaisant. Donc tu as envie de travailler sur Paria. Et puis encore une fois, c'est quelque chose d'assez ambitieux par rapport à ce que j'ai pu faire jusqu'alors. Parce que ce que j'ai fait jusqu'alors, c'est pas que c'était pas ambitieux, c'est que c'était de la parodie, c'est que c'était des. Voilà, donc là, pour le coup, en termes d'écriture, c'est un poil plus exigeant que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. C'est plus ça ce que je devrais dire. On aimerait bien s'en tenir à un par an. Ouais. Okay. Ouais. Donc potentiellement dans 3 ans. On pourra faire le bilan. On pourra faire le bilan. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Tony d'être resté avec nous. Je t'en prie. Petit quart d'heure supplémentaire. Donc on vous rappelle que Paria, c'est disponible aux éditions Comics Initiative, et à l'heure où on met ce podcast en ligne, il y a la campagne de financement actuellement en cours pour vous procurer le tome 2, tout simplement. Donc voilà, si vous avez apprécié la BD, n'hésitez pas à soutenir le projet. On espère en tout cas que cette émission a pu vous intéresser à cette bande dessinée. On vous rappelle que vous pouvez réagir sur notre site et sur les réseaux sociaux à ce podcast. Et si vous appréciez ces émissions Super Friends et que vous avez également envie de soutenir les auteurs, les artistes, les éditeurs, bref, toutes ces belles personnes qui passent dans le podcast, eh bien, partagez les émissions. Ça leur permettra d'être autant découverts que nous, de pouvoir subsister sur les ondes d'Internet. Merci à tous. Merci Tony. Avec plaisir. À bientôt pour le prochain podcast. Salut. Salut.